Les jeunes, ils ont envie de conduire à fond, ils ont pas envie de... Justement, c'est ça. Tu préfères les sensations au lieu de Les réfléchir. sensations, tu l'as après aussi quand t'es mort, t'as vu, je sais pas. Mais non, mais non. Ouais, donc je prenais mon virage et comme j'avais pas mon pot d'origine, il était beaucoup plus long et beaucoup plus bas. Et on était assez pressés. Et il pleuvait, mais bien quoi. Il pleuvait des cordes. C'est le pot qui a touché en premier, j'ai penché d'un seul coup et la mobilette elle est partie en tonneau, moi j'ai glissé. Il a pris à peu près à 140. Et la voiture a chassé du cul et puis on est parti sur le talus. Il y avait un poids lourd qui était sur la voie adverse et il s'est arrêté juste devant moi, quoi. C'est vrai que j'ai réalisé qu'en un quart de seconde, j'aurais pu mourir quoi, pratiquement, quoi. Juste ici, là devant Tolbiac, un matin, un motard qui a shooté un piéton. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, c'était la première fois que je voyais le drap sur quelqu'un et toi, ça te marque, c'est quelque chose qui te marque. Moi, c'est surtout la vitesse. À partir du moment où genre, je vois que ça démarre, ça se met à aller de plus en plus vite, là, je commence à vraiment flipper, à genre, regarder tout ce qu'il y a autour pour voir si on va pas se prendre quelque chose, quoi. Mon père il me dit toujours qu'un bon conducteur, c'est quelqu'un qui conduit vite. Je me dis qu'il a un peu raison, c'est parce qu'à chaque fois qu'il voit une voiture qui roule pas vite, il dit que c'est un mauvais conducteur, il sait pas ce qu'il fait et tout. C'est plutôt la peur des autres, ouais. Parce que disons que la peur du gendarme, au pire ou au mieux, entre guillemets, je me prendrais une amende, alors que les autres, je peux finir dans une chaise roulante ou dans un tombeau, quoi. Donc c'est quand même plus grave, quoi. La vie, elle est pas éternelle, ça, je le sais. Moi, maintenant, je m'en bats les couilles. Moi, demain, je conduis, je fume, je bois, je fais de la vitesse, je m'en fous, hein. Ça me dérange pas, hein. On appelle ça pas profiter de la vie d'un autre côté. Hein. Pourquoi pas profiter de la Parce vie? que regarde, après tu vas prendre un virage, tu vas te manger, après ça y est, tu vois, moi inconnu, j'aurais quoi. pas bu, j'aurais pas roulé vite, je serais vivant, t'as vu, toujours là. Ce qui peut produire cette recherche de sensations fortes à l'adolescence et au début de l'âge adulte, c'est la question de la construction de l'identité. C'est qui je suis par rapport aux autres, quelle image je vais donner aux autres, quelle image les autres vont recevoir et construire de moi, qu'est-ce que je vais devoir prouver finalement. Donc cette recherche d'identité, elle implique une recherche de limites, elle implique aussi une recherche de sensations fortes qui elles-mêmes vont déclencher quelque chose qui est très important dans la vie, c'est le plaisir. Souvent, les prises de risques sont liées à la recherche du plaisir. La nuit, tu montes dans ta voiture, il n'y a personne sur la route, puis tu te dis tiens, j'accélère un peu, clac, tu roules et tu te dis ah, ça te fait plaisir parce que d'avoir été à telle vitesse aussi. Mon sentiment quand je conduis, c'est d'être le maître vraiment de la machine, un sentiment de puissance. On a l'impression d'avoir en quelque sorte un petit pouvoir. Entre 15 et 24 ans, on vient d'avoir son permis, on connaît moins la route et donc c'est dû à ça surtout, je pense, les accidents et le manque d'expérience. Un autre effet de l'expérience peut être plus négatif, c'est-à-dire que peut induire une baisse de vigilance. On connaît bien un parcours, on connaît bien son véhicule et justement on se relâche et là on est en risque d'accident. Beaucoup d'accidents ont d'ailleurs lieu sur des trajets connus. Le danger, c'est quand on se sent en confiance, quoi. Dès que tu es conscient, donc tout va bien, on pense plus tellement à ce qui peut arriver. Je pense que c'est là qu'arrive le danger en fait. Il y a les conduites irresponsables des autres, mais évidemment il faut se remettre en question aussi, en se disant justement si l'autre n'est pas responsable, c'est à moi d'être responsable pour deux. La conduite en groupe, en fait, on se sent
à la fin, on se sent responsable du groupe qu'on transporte, mais on peut être distrait aussi. Quand on est avec des potes, je sais pas, on a plus envie de s'éclater en fait quand on est au volant, j'ai l'impression. Parce qu'on a envie de rigoler avec les potes, déconner en même temps. Et comme ça, des gens à l'arrière, j'ai remarqué par exemple quand je suis avec mes copains dans une voiture, le conducteur il se retourne, il parle avec nous, il fait pas attention à la route. Il essaie de déconner avec les potes. Ce que le groupe va pouvoir changer dans le comportement des jeunes au volant, c'est qu'il va favoriser une sorte de mise en scène. Je veux montrer justement aux copains qui sont avec moi que justement elle n'est pas toute bidon, quoi. Je suis capable de burner, de faire des freins à main, des trucs comme ça, quoi. Que le conducteur va bien sûr s'intéresser à ce qui se passe sur la route puisqu'il conduit, mais va aussi s'intéresser à l'effet qu'il produit sur les personnes qui sont dans le véhicule, sur les passagers. J'ai des amis qui aiment bien justement montrer qu'ils contrôlent leur véhicule, donc ils en profitent pour aller vite. Et on a toujours envie de leur faire confiance parce que ce sont nos amis, mais on sait très bien que... La situation peut s'amplifier et le conducteur peut perdre de vue d'une certaine manière qu'il est responsable de la vie des personnes qui sont dans l'habitacle. Et puis aussi un autre aspect, c'est que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui conduit dangereusement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le conducteur d'une voiture, c'est quelqu'un de toute façon d'extrêmement susceptible. Il a fait des dépassements un peu comme ça, olé olé, on va dire. Je lui ai dit de se calmer, il ne s'est pas calmé, alors je lui ai demandé de me descendre de la voiture. Voilà, quoi. Le principal, c'est pas d'en mettre plein les yeux ou je sais pas quoi, c'est que tout le monde arrive à bon port tranquillement. Le problème en fait avec les jeunes, c'est que, enfin c'est pas le problème avec les jeunes, c'est avec le problème avec tout le monde, c'est que en fait on pense que ça arrive qu'aux autres, voilà c'est ça quoi. Parce que moi je me dis quand je prends ma voiture, même quand j'ai bu quoi, je me dis bon allez hop je la prends, c'est pas grave, ça arrive qu'aux autres, moi je vais arriver chez moi sain et sauf quoi. C'est très compliqué de se mettre en situation d'accident finalement. Donc l'écrasante majorité de la population va préférer ne pas penser à ça. Ça peut toujours arriver à n'importe qui, et, même si on pense qu'on est un bon conducteur, mais il faut se méfier des autres, quoi, et on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Donc, Toute prise de risque n'induit pas un accident. Donc beaucoup de jeunes en particulier n'ont pas de perception claire des risques qu'ils prennent sur la route. Bonjour, je me présente, Ludovic, ancien CSTR de Lavoisier. Bon, je suis parti en 98, j'ai eu les vacances et les permis validés en septembre. En octobre, un mois après, il m'est arrivé un accident grave sur la route. J'ai fait un repas avec des copains un dimanche soir. Reprenant le volant pour rentrer chez moi, à 4h15, j'ai eu un face-à-face. Il y avait la fatigue, il y avait la vitesse, il y avait l'alcool. On retrouve toujours les mêmes critères. Donc siège reculé, voiture écrabouillée sur l'avant, moteur dans les jambes. C'est quelque chose déjà de bien. J'en ai bavé aussi pendant 6 mois à essayer de remarcher. C'était béquille tous les jours, c'était rééducation matin, midi, soir. Donc je viens là témoigner pour vous dire qu'on ne peut pas déjà dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. Les filles, ils n'ont pas la même façon de penser que les garçons. Donc ils sont souvent plus attentifs à la route par rapport aux garçons. Mais c'est pareil, on va dire, je suis une fille, donc je pense ça. Donc je vais te dire quelque chose, moi je suis un gars. Je pense comme toi parce que les filles, déjà, ne pensent pas en achetant la première voiture, je veux une GTI, je veux une GT Turbo, je veux une MI16, une V6 ou n'importe quoi. Déjà, les filles sont beaucoup plus sérieuses sur leur première voiture qu'ils achètent. Petite Super 5, 4 chevaux, tout. Et elles conduisent beaucoup plus sérieusement que les garçons quand on est jeune permis, quoi. Vous y repensez souvent à l'accident? À chaque fois que j'y passe sur cette route-là, c'est fréquemment la nuit surtout, à chaque fois je revois l'image au même endroit que j'y passe. Chaque fois que je passe, je lève le pied obligatoirement la nuit. Et bon, à chaque fois que j'y passe, je ne peux pas y louper, j'ai l'image en tête.
Moi je pense qu'il faut respecter les feux d'abord, les panneaux de signalisation, respect des lois en général, oui, parce que c'est pas pour les chiens. Le code de la route il est bien fait. Au niveau feux par exemple, les feux, les priorités, les machins, les interdits doublés, les lignes blanches. J'ai déjà conduit une fois sur une autoroute sans le permis de conduire. On revenait de boîte en fait, et mon copain lui il avait son permis mais il avait trop bu. Et j'ai préféré conduire à sa place, pourtant j'avais pas le permis. Mais... Ce qui me pousse à ne pas le faire, je dirais, c'est de savoir que si je me fais attraper, c'est 5 ans sans passer mon permis et c'est ça qui me bloque. Pour la ceinture, c'est obligatoire. Pas parce qu'il y aurait risque d'amende si on croise un policier ou quoi que ce soit, non, c'est plus par sécurité. Avec mon oncle ou mon père, c'est clair qu'il me dira de la mettre, mais avec un pote, lui, il me m'obligera pas à la mettre, c'est ça. Je la mets jamais à l'arrière, quoi. J'ai toujours pas, vu que j'ai grandi sans jamais la mettre, ça me saoule de mettre ma ceinture à l'arrière. Moi je réponds pas quand on m'appelle au volant. Je trouve ça dangereux, je vois chaque fois sur la route on croise plein de gens qui déboulent sans mettre le clignotant. Pourquoi? Parce qu'ils sont au portable. L'avoir dans la main déjà c'est handicapant pour conduire, la sonnerie ça peut surprendre. J'en vois même en scooter avec leur portable dans le casque, ceci, cela, tu vois, bon, quelque part c'est dangereux parce que tu peux pas être au téléphone et vraiment attentif à ce qui se passe. Il m'est arrivé de me faire 2-3 frayeurs au volant avec le téléphone. Puis maintenant, j'ai une sorte d'oreillette là, que je mets. Dans les deux cas, on est étourdi, hein. Même si j'ai le kit piéton ou le portable, mon esprit il est ailleurs. Tu pars en balade une après-midi avec des potes en moto, bon, tu mets pas toujours le casque parce qu'il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Je l'ai fait parce que je me suis dit que j'aurais rien en fait. Si je fais sans casque, je sais que je vais me faire mal à la fin, c'est au cas où. Mais je le fais pourtant. Maintenant, c'est assez rare de voir les gens en mobilette et en général, quand une personne a une mobilette, je vais surtout la retaper pour montrer que la sienne elle est spéciale. Bon, on modifie, mais c'est pas du tout approprié, quoi. Parce que souvent, par manque de moyens, on voit pas le freinage, on voit pas la rigidité du cadre. C'est complètement. Il y a le moteur, mais il n'y a plus rien d'approprié. Si un jour ta mère te croise à 110, elle va peut-être te dire, rentrer le soir et te dire bon, qu'est-ce que t'as fait à ta mobilette, tu vois. Quand on est en deux roues, dès qu'il y en a un qui commence à rouler plus fort devant, on essaie de suivre, quoi. Vu que je suis en scooter, je double, c'est clair, quoi. Je vais pas attendre derrière quand je peux passer à côté. Lors des embouteillages, on peut se faufiler entre les voitures. Le bruit, ça vient de tout le bout de la rue et tu vois le scooter, il va tout doucement, ça vraiment, là, il en est conscient, il le fait exprès, c'est juste pour tirer l'attention en fait. C'est vrai que ça fait du bruit, mais quand tu es sur le scooter, tu t'en rends pas vraiment compte. Tu t'en rends moins compte que quand tu es dans ta maison et que tu entends le scooter qui passe et tu fais oh là là. La musique, par exemple, ça me dérange pas du tout. J'ai déjà conduit mon scooter avec le Walkman. On a mieux le plaisir, la sécurité, mais on se dit, bon, on verra ça quand on aura le temps. En France, nous avons chaque année 8000 morts sur les routes. La moitié
de ces décès sont des jeunes. Ici, dans ce département, nous avons à peu près un jeune tué par semaine, 2 blessés graves. Souvent d'ailleurs dans la même voiture. C'est froid quand même parce que tu vois 50% des gens meurent à cause de l'alcool et de la vitesse. Pourtant, il y a des jeunes. Un accident n'est pas dû à une cause, mais à une addition de causes. Les effets de chacune de ces causes se multiplient entre eux. Il y a la fatigue, il y a la somnolence parce qu'il est 2 heures du matin, il y a l'absorption d'alcool. Je suis revenu avec ma voiture alors que j'avais bu encore 3 tequila sunrise en boîte. Il y a moins de perte de contrôle qu'avec l'alcool. T'es plus net avec le cannabis. Franchement, ouais, moi franchement, j'ai déjà conduit en fumant et j'ai rien eu. Hein. Tu sais que tu conduis quand même, tu vois, donc bon, tu vas passer une soirée à boire, à fumer des ouinges, tu vas pas prendre le volant après, t'es pas... Je sais pas, il y a un minimum quand même. Avec l'alcool et les drogues douces, le cannabis ou l'ecstasy, il y a des effets mineurs qui sont moins perçus par les personnes et qui sont la perte de vigilance, la perte de concentration. Si je vois qu'il est vraiment dans un état où il n'est pas possible de prendre le volant, je le force. Je prends le volant à sa place, quoi, c'est clair. On rentrait d'une boîte, en fait, il n'y avait pas de navette pour rentrer. Et, on s'est fait accompagner par des gars un peu bourrés, justement, comme vous disiez. On a eu un accident. C'est effectivement surtout le week-end et surtout la nuit, entre 2h et 5h du matin, que surviennent les accidents des jeunes. Et nous le savons, malheureusement, à la sortie des boîtes de nuit que nous connaissons, hélas, très bien. Ce sont des accidents avec plusieurs victimes, des accidents qui souvent interviennent à allure très vive, et qui font des dégâts terribles. Ce sont des gens, des jeunes, qui ont le thorax enfoncé, et qui ont les intestins déchirés, qui ont le bassin écrabouillé, qui ont une fracture du fémur. On peut y remédier à ça. Je sais pas, il y a la solution, c'est pas genre... on peut éviter de boire, on peut éviter la vitesse, on peut limiter. C'est ça le pire, c'est qu'on a les solutions, mais on veut pas en fait. Ce que je trouverais intéressant à faire, ce qui s'est fait au jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, c'était que devant les boîtes de nuit, il y avait des gens qui étaient volontaires pour conduire les voitures de chaque personne qui venait et les ramener chez eux. Bonsoir, est-ce que vous connaissez Voiture & Co? Non, c'est un système de covoiturage. L'association Voiture & Co en elle-même existe depuis 2 ans, parce qu'en fait, il y a 2 ans, on a mis en place sur Nanterre un système de covoiturage, donc la liaison entre des conducteurs et des passagers qui vont au même endroit pour aller au même endroit. Il y a quelqu'un qui est prévu en fait dans 10 minutes pour vous ramener, donc il est en train d'arriver. Donc on va attendre juste un tout petit peu. D'accord. Une des situations les plus dures à vivre pour un responsable de service, c'est d'avoir à accueillir les parents d'un de ces jeunes. Lorsque vous annoncez à une maman que son enfant de 18 ans vient de mourir sur la route,
Elle ne comprend pas. Hélène, elle était très représentative des jeunes de son âge. Elle aimait la vie, elle aimait sortir, elle aimait s'amuser, elle aimait danser, elle aimait toutes ces choses qui font que la vie est belle. C'était le 25 août 1999 et il était environ 5 heures du matin. Hélène travaillait ce jour-là et après son travail, donc elle est allée dans une discothèque du centre de Rennes. Elle était allée avec une amie et puis comme ça se passe dans toutes les discothèques, on rit et on boit plus ou moins. Et puis là, elle a rencontré un garçon qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et puis ce garçon avait une moto, il a dû proposer à Hélène de faire un tour en moto. Puis Hélène, c'était son rêve de faire un tour en moto comme beaucoup de filles de son âge. Et je dirais, l'alcool aidant, l'euphorie étant certainement très, très importante, elle a accepté de monter en moto avec ce garçon, sans casque. Et puis, quelques minutes après, ils ont dérapé. La moto est allée percuter un poteau électrique. Ils ont été éjectés tous les deux. Hélène est morte sur le coup, pratiquement. Et le garçon est mort quelques heures après à l'hôpital. Il faut penser à ce que ressent un père, à ce que peut ressentir une mère, ça peut être un frère, lorsque il est obligé de rentrer dans la morgue, de regarder la personne et d'identifier avec le lieutenant de police que c'est bien cette personne qui est morte. C'est un moment évidemment terrible, qui ne peut pas s'effacer de la mémoire, qui ne s'effacera jamais de la mémoire. Je lui disais, Hélène, fais attention, mais bon, on a été adolescents aussi, puis je pense pas que ça a tellement finalement d'impact. Quand ça vient de ses propres parents, peut-être que quand ça vient de quelqu'un d'autre, l'impact est plus fort. Il faut dire aux jeunes qui veulent faire de la moto qu'il ne faut surtout pas perdre ce rêve, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Le message n'est pas de leur dire de ne pas s'amuser. Le message, c'est de leur dire votre liberté, puisque vous êtes libre, vous êtes jeune, votre liberté s'arrête là où commence l'amour de ceux qui vous entourent, de votre famille. Et jouez pas avec ça. Peut-être qu'on ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. Peut-être que je regrette de ne pas lui l'avoir assez dit, c'est tout. C'est tout, les choses... Et puis qu'elle nous manquera tout le temps, et qu'elle nous manquera, qu'elle me manque, et puis que ça sera toujours comme ça. J'ai tenu à ce qu'on vienne filmer la tombe d'Hélène, pour que vous soyez conscients que dans les cimetières, il n'y a pas que des vieux. Il y a également des jeunes de 20 ans qui sont là parce que, à un moment, ils n'ont pas tellement réfléchi, puis ils ont pris des risques, et puis ils sont arrivés là. Si un de ces jeunes, un seul, dans une situation similaire à celle d'Hélène, renonce suite à ce qu'il aura entendu, à continuer une action aussi dangereuse que celle d'Hélène, pour nous, on aura gagné. Un seul. Pour nous, c'est suffisant.